Au jeu du j'aime pas, elle est intarissable. Au jeu de se raconter des histoires à plusieurs voix, elle est inarrêtable. Aujourd'hui comme quand elle était enfant. Laura Cassata écrit et photographie pour montrer ce qu'on ne voit pas, à moins qu'on soit comme elle. Laura vit avec le dernier vers d'un poème chevillé au cœur. Elle parle ici de Titi, d'un coquelicot dans les rochers, d'une bulle de savon qui va popper, du pont qu'elle veut construire entre ses pensées et la fiction, de parler vrai, et puis de connexion. Donner une voix à celles et ceux qui vivent en pointillés, quelle fabuleuse mission. Bienvenue dans Chamade, un podcast de conversations intimes et étonnantes pour faire palpiter votre vie. Pour m'aider à le faire grandir, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Je suis Marie Girardin-Lépine, créatrice de la Fantaisie Vagabonde et faiseuse de beaux objets podcast pour des entreprises et des marques qui font du beau, du bon, du bien. Avec Chamade, je vous invite un vendredi sur 4 à la rencontre de faiseuses et de faiseurs de beau qui vivent le cœur battant. Vous venez ? 1, 2, 3, inventez. Et si vous restez jusqu'à la fin, Laura vous lira un texte sorti de son âme et de ses doigts. Bonne écoute! Bonjour Laura Cassata. Bonjour Marie. Bienvenue dans Chamade. Merci. Je suis super contente d'être avec toi. Et tiens, est-ce que tu as envie de dire où on est ? Oui, moi aussi je suis hyper contente d'être avec toi. Et on est actuellement dans la cour de l'Hôtel-Dieu à Lyon. C'est magnifique. Carrément. Ouais, je sais pas si cette cour elle a un nom en particulier parce qu'il y a plusieurs cours dans l'Hôtel-Dieu. Mais je pense que si, mais j'ai pas retenu. On cherchait le lieu idéal tout à l'heure et on a trouvé. Ouais, enfin. Pour te présenter, je te propose de nous faire une liste non exhaustive, parce que sinon ça va durer longtemps, trop longtemps, de j'aime pas. Ok. Dans le désordre ? Oui. Dans le désordre. J'aime les fleurs. J'aime faire des herbiers. Je n'aime pas les personnes qui réservent, qui mettent leurs serviettes très tôt le matin quand on est au bord de la piscine dans un resort pour réserver leur place alors qu'ils n'arrivent qu'à 13h. Ça, j'aime vraiment pas. Je n'aime pas les betteraves et les anchois sur la pizza uniquement. J'aime la poésie, j'aime la fantaisie, j'aime le Nutella. Maintenant, je suis passée sur la nocciolata parce que je sais que c'est mieux sans huile de palme. Tu as une conscience. Exactement. J'aime pas quand les personnes parlent plus fort pour se faire entendre. Quand il y a une conversation et qu'il y a quelqu'un d'autre qui parle et tout d'un coup, la personne d'en face va hausser le ton pour prendre le dessus sur la conversation. Ça, je n'aime pas. J'aime découvrir de nouveaux endroits et me perdre un peu dans les rues, justement, un endroit comme celui-là. J'aime... Il y a plein de choses que j'aime et qui ne me viennent pas en tête. J'aime la glace à la violette. Moi aussi. Tout ce qui est à la violette. Je n'aime... Alors attends, je me dis peut-être qu'il faudrait quand même que je mette un peu plus de je n'aime pas. On en parlait, je n'aime pas quand je cherche une adresse sur un compte Instagram qu'ils ne mettent pas, qu'ils ne renseignent pas quand c'est un magasin ou un bar, les horaires d'ouverture et de fermeture. Ça m'oblige à aller sur Google. Et ça, je n'aime pas. Je n'aime pas les personnes qui manquent de générosité, et notamment pas forcément de la générosité financière, la générosité même dans l'art. J'aime passer du temps avec les enfants. Je me sens souvent plus à l'aise avec les enfants qu'avec les adultes. Tu m'arrêtes, hein, sinon je peux continuer jusqu'à demain matin. Vas-y. J'aime passer du temps dans la chambre noire pour tirer mes photos. Et à chaque fois, c'est une surprise. Parce que parfois, j'ai même oublié ce que j'ai photographié et tout d'un coup, ça apparaît. Et c'est magique. J'aime le vernis à ongles fluo. J'aime les paillettes. Je n'aime pas les bruits stridents. Par exemple, là, je pense à... L'autre fois, j'étais chez le médecin et il y a une personne qui a déplacé sa chaise, mais il l'a pas soulevée, il l'a tirée et ça fait un bruit... ouf, ça m'a tendu d'un coup.
Ça te fait pas mal aux dents quand non, t'entends ce bruit-là? En fait, bon, pour dire toute l'histoire, c'était instinctif et je n'en suis pas fière. Mais je me suis tournée d'un coup et je lui ai dit « Vous pouvez pas faire moins de bruit ?» Donc oui, c'était pas contrôlé et c'est sorti un peu en désordre. D'ailleurs, j'aime le désordre. Je suis très bordélique et je me retrouve dans le désordre. Mais j'aime aussi quand dans les magasins, les vêtements sont rangés par couleur. Ah ouais. J'adore. Les livres? Les livres par couleur, alors ça, je m'étais lancée justement dans un projet de faire un arc-en-ciel dans ma bibliothèque pour les ranger par couleur. Et puis bon, une fois qu'il y avait toute la pile par terre et que ça faisait 2 heures que j'étais en train de les trier, j'avais envie d'abandonner. J'ai tout remis, donc il n'y a pas d'arc-en-ciel à la maison. Mais j'aime l'idée de l'arc-en-ciel. J'aime écrire, et alors j'aime écrire dehors, de préférence dans un jardin, les pieds nus, avec une orangeade. Donc c'est très précis et ça m'arrive très peu souvent, mais j'aime bien aussi le soir. Alors mon heure préférée, c'est dans les soirs d'été, fin de journée, 18h, 18h30, les gens quittent la plage pour aller se laver et se préparer pour dîner. Et là, pour moi, c'est le meilleur moment à la plage. C'est généralement le moment où je fais une sieste, où je lis. Je vois les gens qui rassemblent leurs affaires et qui partent. Et je sais pas, ça devient plus calme. J'adore ce moment-là. Il fait encore chaud, mais pas trop chaud. Un dernier de chaque? Un dernier de chaque. Je n'aime pas les livres qui font 1200 pages et qui sont écrits très petits. Et j'aime l'odeur des tartines grillées quand je me lève le matin. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la faiseuse de beau qui est en face de moi? T'as déjà donné quelques petits indices là dans ta liste? On parle de moi? Ouais. C'est toi la faiseuse de beau, oui. Elle fait plein de choses. D'abord, je pense que la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle s'invente des tas d'histoires dans sa tête. Et parfois, il y en a quelques-unes qui sortent de ma tête et qui arrivent soit sur du papier ou une page d'ordinateur, ça dépend, mais le plus souvent du papier quand même. Soit sur une pellicule noir et blanc, parce que je fais aussi de la photo. Soit parfois dans des... Alors, ça, c'est un secret, personne ne le sait. Dans des dialogues ou des pièces on va appeler ça du spectacle vivant entre moi et moi. Dans la rue, sous ma douche, principalement sous ma douche, où mes histoires en fait prennent vie et j'incarne plusieurs personnages dans une sorte de dialogue à 1000 voix. Quoi. Ok, mais vraiment, c'est-à-dire que tu oralises quoi? J'oralise, ouais. Tu fais parfois, la petite voix fluette et la grosse voix. Ah, génial. Parfois, ça m'arrive même de le faire sans m'en rendre vraiment compte quand je suis vraiment dans ma tête et que je marche. Et ça m'est déjà arrivé d'être rattrapée par la réalité, d'avoir un regard un peu... Vous voyez quand les... Enfin, vous voyez. Oui, toi et mes nombreuses personnalités. Quand les enfants sont en train de jouer, mais ils savent pas qu'on les observe et qu'ils font plein de voix, et tout d'un coup, quand ils sont conscients du regard, là, ça les bloque. Et ben, ça m'est déjà arrivé de faire mes différentes voix et de me rendre compte qu'en fait, je suis dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui me regarde bizarrement. J'ai honte. J'ai très honte. Bon, maintenant, la première question rituelle, Laura, celle que tu attends avec énormément de crainte, je sais. Et d'impatience. Et d'impatience en même temps, tant mieux. Qu'est-ce que le beau pour toi? Alors, le beau, j'y ai réfléchi et je ne saurais pas le définir. Donc, pour moi, le beau, c'est plutôt quelque chose que je sens. Je sens le beau. Donc, c'est comme un voyage sensoriel qui se passe généralement au niveau de la poitrine. Il y a comme une petite lumière ou une petite bulle de savon qui va popper. C'est difficile à expliquer, mais c'est ça. C'est quelque chose qui me touche et qui fait que je ressens une émotion particulière. Et c'est pas toujours la même émotion. Où je me dis, ça c'est beau, ça me touche. Et c'est pas forcément quelque chose de joyeux d'ailleurs. Hein. Ça peut être quelque chose de très difficile, mais qui déclenche quelque chose. Pour moi, le beau, c'est la naissance, c'est la vie. C'est ce qui m'anime. Ça peut être aussi la renaissance.
Alors là, je donne des grands concepts comme ça, je suis pas très précise. Si je travaillais pour Larousse, je pense que ce serait pas retenu comme définition. De toute façon, après, je vais te demander des illustrations, des exemples. D'accord. Donc, prends ton temps. Ok. Dans le beau, et comme je l'imagine, il y a une notion très esthétique, harmonieuse, et en même temps, je me bats, entre guillemets, en tout cas, j'essaye d'explorer les faces moins esthétiques du beau, parce que je crois pas que le beau ce soit toujours l'harmonie, la symétrie, les couleurs parfaites, et je pense que en tout cas pour moi, quand j'essaye d'atteindre ça, donc une vision un peu idéalisée du beau, je me censure et c'est pas toujours ce que je produis de plus beau justement, ou de plus vulnérable. Le beau, c'est la connexion. C'est se connecter à quelque chose, à autre chose qu'à soi. Si vraiment je devais le résumer en une phrase, je pense que c'est ça. Ok. Et alors maintenant, est-ce qu'il y a des exemples Aucun. qui te viennent en tête? Next. Des exemples de ce que je viens de raconter, oui. Bah, en fait, le beau, les moments où je vis cette expérience, ça peut être aussi grandiose que... Bon, maintenant, je vis à Marseille depuis peu, donc quand je monte dans les calanques et que j'arrive et que je suis face au côté grandiose de la nature, ça peut être ça. Et là, je me sens toute petite et il y a une sorte de vertige. Et en même temps, ça fait peur et en même temps, c'est magnifique. Il y a vraiment ce sentiment d'être toute petite dans un océan de merveilles. Mais ça peut être aussi des choses très très simples. L'autre fois, j'étais en terrasse et il y avait un couple. J'observe pas mal les gens autour de moi. Et il y avait un homme avec sa femme, et cet homme, à un moment, lui a remis ses cheveux, enfin, un peu ses cheveux derrière l'oreille. Je sais pas exactement ce qu'il lui a fait. Peut-être elle avait un truc dans les cheveux. Et juste ce geste, je l'ai trouvé magnifique. Et dans des moments comme ça, je me dis que j'aimerais pouvoir dessiner, parce que c'est un moment que j'aimerais exprimer en dessin. Évidemment, je peux le capturer en photo, mais quand c'est très éphémère furtif, comme ça, c'est très difficile. Le rire des enfants, c'est communicatif. En fait, tu vois, c'est un peu ce que j'expliquais sur cette connexion, comme un rapport de miroir. On se répond, on communique, on danse ensemble. Je me dis que mes exemples sont pas les meilleurs exemples, mais bon, c'est ceux qui me viennent là. Ce que je trouve très très beau et qui me touche à tous les coups, c'est la manière dont une personne peut se montrer vulnérable. En disant, par exemple, avant de commencer une prise de parole en public, qu'elle est nerveuse, en montrant en expliquant, je sais pas, en parlant un sujet qui me touche en ce moment particulièrement. J'en parle là, mais c'est l'anxiété. On en parle plus maintenant, mais pendant un moment on n'en parlait pas. On est relax, quoi. Personne n'est anxieux, sinon voilà, c'est bizarre, c'est chiant. Et en fait, je trouve très très beau, surtout quand c'est un homme, mais pas forcément. En tout cas, quand une personne dit là, j'ai peur. Ouais, je trouve ça super beau. Quelqu'un qui me dit, qui me regarde et qui me dit j'ai peur, je tremble. J'ai envie de pleurer, quoi. Pleurer de beau. Là, j'ai donné beaucoup d'exemples dans la vie, dans l'humain. Oui. En fait, finalement, ouais, l'humain qui est beau. Après, dans l'art, alors si je prends la photo, ça va vraiment dépendre. Si je prends la photo, ce que je vais trouver très beau, c'est la manière de montrer un tout petit détail ou une toute petite chose qu'on n'aurait pas vu. C'est-à-dire que, par exemple, j'aime beaucoup le travail de Depardon. Et lui, je trouve, dans la manière dont il photographie des scènes de rue, il met toujours la focale sur... pas sur ce qui se passe vraiment, enfin sur la scène à proprement parler, mais sur ce qui se passe en périphérie. Par exemple, cette personne qui est en train de refaire son lacet, alors qu'en fait c'est une scène de mariage, de mariés qui sortent de la mairie, par exemple. Et je trouve ça... Il y a un côté cocasse dans le beau. La fantaisie, je suis au bon endroit, je crois. Ouais. Dans l'écriture, j'en parlais tout à l'heure avec Olivier Liron. Ces jeux avec les mots. Par exemple, je pense en particulier à Mathias Malzieu, donc qui est le chanteur de Dionysos, mais qui écrit aussi des histoires. Et il invente des mots. Il y a un mot que
que je lui ai volé une fois. Il parle de flocons confetti. En fait, il a fait un mélange de flocons et de confetti. Ouais. Et je trouve ça tellement beau, mais c'est tout simple et c'est très beau. La lumière aussi. Ce qui me fascine dans la peinture, c'est la lumière. Je voyais, alors je sais plus ce que c'était, mais j'ai vu une peinture il y a 2 jours, je ne sais même plus où, enfin donc aucun intérêt que j'en parle, mais ce qui m'a touchée dans cette peinture, c'est forcément avec le jeu de couleurs et de blanc. Bon, moi je suis pas du tout peintre, donc je ne sais pas comment on crée ça, mais il y avait une sorte on voyait le faisceau lumineux sur cette jeune femme qui était debout au milieu d'un champ, et je trouve ça mais magnifique comment on peut capter la lumière et la retranscrire en jouant sur les couleurs, sur les matières. Donc là c'est plus technique, et puis parfois en fait le beau j'arrive même pas à l'expliquer. Je le sens très fort dans mon corps, mais c'est peut-être pour ça que j'ai du mal aussi à répondre à cette question qui est pas évidente, parce que T'as pas du tout de mal à y répondre. Tu rigoles. J'ai l'impression que ça part dans tous les sens, non. C'est pas du tout clair. C'est très clair. Donc c'est peut-être quelque chose que je sens et que j'intellectualise beaucoup moins. Ouais. Ça se passe dans mon corps et je le sens dans tout mon corps. Et ça, rien que ça, c'est waouh. À vivre, c'est délicieux. C'est puissant, c'est délicieux. Qu'est-ce que tu as gardé de la Laura enfant ? La première chose qui me vient, c'est toujours dans cette idée de se raconter des histoires. Quand j'étais petite, je m'inventais des tas de petits jeux pour soit prendre des décisions, soit pour connaître mon avenir. Donc je vais vous donner un exemple concret parce que, je vais te donner un exemple concret parce que c'est difficile à expliquer. Mais par exemple, si je voyais 3 voitures d'affilée qui étaient blanches, alors ça voulait dire que Julien était amoureux de moi. Ou si le téléphone sonnait, parfois je répondais pas, j'avais pas le droit de répondre au téléphone, donc si le téléphone sonnait 5 fois et qu'après ça raccrochait, alors ça voulait dire que j'allais avoir 10 sur 10 à la dictée de demain. Et en fait ça m'est resté. Je le fais encore, alors je le fais dans ma tête, mais de toute façon je l'ai toujours fait dans ma tête en réalité. Je le fais encore sur beaucoup de choses, sur des décisions. Alors je donne pas forcément beaucoup d'importance à ça, mais c'est quelque chose qui m'est resté, cette manière de jouer avec moi-même et d'être beaucoup dans ma tête. Qu'est-ce qui m'est resté d'autre ? Le côté très espiègle. Enfant, j'aimais bien provoquer ma grand-mère en particulier, qui n'avait aucun humour, et c'était juste délicieux de lui poser des questions. En fait, je me posais moi-même beaucoup de questions, et sans filtre, je les posais. Et je savais, un enfant sait aussi quand les questions sont inappropriées ou qu'elles dérangent, mais ça me plaisait beaucoup. Et par exemple, je me rappelle une fois, j'ai cru que j'allais me prendre une gifle de ma grand-mère, mais elle l'a vraiment mal pris. Je lui ai demandé, donc ma grand-mère avait perdu mon grand-père depuis plusieurs années et elle n'a aimé qu'un seul homme depuis qu'elle a l'âge de 7 ans. Si tu connaissais ma grand-mère, tu le saurais. C'était mon grand-père. Okay. Et moi, à 10 ans, je lui dis, mais mamie, t'as eu d'autres hommes dans ta vie ? C'est pas du tout passé avec ma grand-mère c'est plutôt ma mère en fait qui en a pris plein la tête en lui disant ma grand-mère lui a dit que j'étais trop laxiste, qu'elle était trop laxiste, et que dans ton éducation à toi, quel genre d'éducation, et ça m'est resté. J'aime bien taquiner, poser la question qui va provoquer quelque chose. L'idée c'est pas d'énerver, hein, c'est pas ça mais c'est de bousculer. Ça me fait beaucoup rire. Peut-être un côté sadique, mais je crois pas que ce soit forcément... J'aime bien mettre les pieds dans le plat. J'aime bien ça. Surtout quand la situation, on sent une tension et qu'à un moment, j'en parle souvent, mais j'aime bien qu'on se parle pour de vrai. Donc on arrête de faire semblant, de tourner autour du pot et de se dire des fausses choses. Et donc je mets les pieds dans le plat, et là, ça crée une sorte de bascule que je trouve amusante. Et puis ce qui m'est resté surtout de l'enfance, c'est l'écriture. Moi, j'écris depuis que je sais écrire. Et je ne savais pas encore très bien écrire. Quand je revois ce que j'écrivais quand j'avais 6 ans, c'est beaucoup de fautes, beaucoup d'imagination dans la manière dont on écrit certains mots. C'est normal, comme tous les enfants, je crois. Comme tous les enfants. Écrit en phonétique. J'ai écrit, j'ai
j'ai des carnets et des journaux intimes depuis que je sais écrire. D'ailleurs, j'en ai retrouvé un, mon tout premier. Et à l'époque, je donnais un nom à mon journal, donc je lui parlais comme si c'était un ami. Cette fameuse conversation entre moi et moi à différentes voix. Et ça m'est resté. Alors, j'écris plus tous les jours. Aujourd'hui, on a mangé de la purée et maman est vraiment pas gentille. Elle ne me laisse pas aller à l'anniversaire de Caroline. J'écris plus des pensées ou des idées, mais je continue à tenir un journal. Il s'appelait comment ton journal quand t'étais enfant ? Titi. Cher Titi. C'était une grenouille verte parce qu'en fait, c'était un journal avec la clé, le cadenas, etc. Oui. Et sur le dessus, il était tout vert avec une grosse grenouille. Et donc, je l'avais appelé Titi. Titi, mon ami. Oh, c'est chou. Ouais. Et alors, tu dis que tu continues à écrire tes pensées aujourd'hui. Tu écris aussi de la fiction. Oui, beaucoup. Comment ça se passe de passer de j'écris mes pensées à j'invente des histoires ? En fait, c'est une question intéressante parce que justement aujourd'hui, ça ne se passe pas. C'est-à-dire que j'écris mes pensées, et ça c'est quelque chose de secret. Et je raconte des histoires qui n'ont rien à voir, ce serait faux de le dire parce qu'il y a toujours beaucoup de moi dans la partie fictionnelle. Mais je n'ai pas encore réussi et j'y travaille en ce moment, j'y pense beaucoup à comment créer un pont entre mes pensées et la fiction. Par exemple, quand je crée un personnage, on pourrait très bien se dire que mes pensées viennent nourrir la création d'un personnage. Et donc c'est plus mes pensées, mais c'est les pensées, c'est des pensées que ce personnage s'approprie. Mais ça, j'arrive pas bien à le faire. Parce que peut-être qu'on en revient à la vulnérabilité. Je sais très bien que personne saurait que ce sont mes pensées, ou en tout cas le doute subsiste à chaque fois qu'on lit un livre. Mais c'est comme si c'était précieux, comme si c'était mes pensées peuvent être dans mon journal qui est scellé à double tour, mais je peux pas livrer comme ça mes pensées sans savoir qu'est-ce que le monde, le monde, ça y est, je suis non mais le monde qui te lira. Voilà, les personnes qui me liront vont faire de ces pensées qui sont très personnelles et pourtant je pense que c'est quelque chose de très intéressant à travailler et que je veux, c'est la direction en tout cas que je prends en ce moment et qui est pas évidente. Donc au début vraiment j'ai décorrélé ma vie, mes pensées, mon histoire en inventant des histoires qui n'avaient rien à voir avec ou peu à voir avec moi, quoi. Okay. Et ça ne fonctionne pas toujours, d'ailleurs. Ouais, parce que tu sens un élan de retour à toi ou... Ouais. C'est ça ? Ouais. Oui, il y a un moment où il y a une sorte de dissonance qui se crée. Alors, sauf si c'est un univers complètement farfelu, vraiment quand ça n'a rien à voir avec moi, à aucun moment l'histoire m'appelle. C'est-à-dire que j'arrive vraiment l'histoire m'habite et j'arrive complètement à m'oublier. Et donc là, c'est pas un problème. Mais quand je suis dans une relation, c'est marrant que je parle de relation d'ailleurs. Quand je suis en train d'écrire un livre et la relation que j'entretiens avec ce livre ou une histoire, une short story, une nouvelle, etc. Et qu'il y a des choses de moi que je mets en pointillé dans l'histoire, c'est à ce moment-là qu'en fait, je commence à prendre un peu trop de place dans cette histoire ou dans cette relation et je me dis, alors je me le dis pas consciemment, c'est pas comme ça, mais c'est soit j'y vais à fond, soit parce que je pense qu'on peut sentir la retenue en fait. Je crois qu'on sent quand dans tout type d'art, je pense qu'on sent quand la personne elle donne tout ou quand elle retient. Et je pense que quand on est artiste, ou quand on essaye en tout cas de l'être, il faut rien retenir. Parce que c'est aussi comme ça qu'on se fait plaisir. Et c'est ça qui va créer cette connexion et le beau dont on parle. Ouais, ok. Qu'est-ce que tu as envie de provoquer avec l'écriture chez toi, petit 1, et chez les autres, petit 2 ? Au départ, c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi parce qu'elle n'est pas évidente et pourtant essentielle. Au tout départ, l'écriture, donc pour moi, ce que ça provoque chez moi, c'était un moyen d'exister et de sortir un peu. Il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma tête, beaucoup d'idées, beaucoup de pensées, beaucoup de questionnements, etc. Et parfois, ça m'épuisait enfant et ça m'épuise d'ailleurs toujours adulte. Et c'était vraiment presque vital. Il faut que ça sorte. Et comme je suis un enfant et que je vis dans un monde de grands et que ma parole n'a pas tellement de valeur, ou en tout cas qu'on ne m'écoute pas comme j'aimerais qu'on m'écoute, c'est pas grave. J'ai Titi qui m'écoute
ou d'autres, hein, il n'y en a pas eu qu'un. Et là, je pose mes questions, je raconte mes idées saugrenues. Enfin voilà, c'est vraiment ce que j'essayais de créer pour moi, c'était de calmer un peu le mental et d'être entendu, en fait, d'être entendu, sans avoir à parler, parce que ça a toujours été pour moi le plus simple d'écrire mes sentiments, mes émotions, mes sensations, que de les dire. Et c'était un moment, enfin, j'étais un enfant très solitaire, donc c'était un moment que je passais, je dérangeais personne, on se disait que j'étais très sage, et j'écrivais des heures et des heures, des tas de choses, je collais des petites fleurs, des petits papiers, enfin il y avait tout un univers comme ça, et je m'inventais des tas de choses, et j'y étais très bien en fait. Je me construisais finalement comme une sorte de sécurité. Ma sécurité, elle était là, je l'avais construite moi-même, et elle était dans l'écriture. Ensuite, ça a évolué évidemment. Et j'ai eu envie, comme tout le monde, d'ailleurs je le dis à l'instant, là, d'être écoutée, d'être entendue, de donner une voix. Je remarquais que à l'école, et puis même après plus tard, c'est souvent ceux qui parlent le plus fort qu'on entend le plus, ou ceux qui font le plus de gestes, qui prennent le plus de place, qui occupent l'espace, le terrain, qu'on regarde. Donc moi, je n'étais pas du tout comme ça, et j'étais très consciente de toutes les personnes de l'ombre, de toutes les personnes parallèles, qui étaient peut-être comme moi, peut-être pas, mais qui vivaient en parallèle de ces gens-là qui occupaient le terrain et le centre de la scène. Et je me suis beaucoup intéressée à les observer, à les connaître, à les rencontrer, à voir si on était pareil ou pas pareil. Et j'ai commencé à écrire pour eux, en fait, pour donner une voix à tous ces gens qu'on ne voit pas ou qu'on n'entend pas, ou à des choses qu'on ne voit pas non plus, comme je sais pas, je t'en parlais juste avant, mais justement dans les calanques, donc il y a que des rochers, et l'autre fois donc tout le monde marchait, on était là en train de marcher en rando, et bon, moi j'ai toujours à la traîne parce que je m'arrête, je regarde le paysage, enfin voilà, je suis pas là dans une performance sportive, je suis en train de profiter. Tu flânes. Exactement, donc je me fais un peu engueuler parce qu'il faut avancer plus vite. Et puis mais sauf que moi j'ai vu ce petit coquelicot qui sortait d'un rocher, je ne sais pas même pas comment c'est possible qu'il ait poussé là, et c'était merveilleux. Et j'ai appelé les copains qui étaient devant pour leur dire regardez. Bon, c'est passé complètement inaperçu. Mais j'écris aussi pour montrer ça, pour faire des toutes petites choses, mais qui ont toute leur importance. T'as des applaudissements. Je sais pas si on les entendra, mais c'est génial. J'adore, je prends. C'est parfait. Tombé, ouais. Ah là là, c'était pas commandé du tout. J'adore les coïncidences comme ça. J'ai très envie qu'on joue. Oui, moi aussi. Cool. Eh ben, je te propose un ping-pong. C'est plus du tout surprenant. C'est même peut-être très attendu par les gens, mais moi j'adore, et je sais que c'est un moment qui est apprécié par celles et ceux qui écoutent. Et j'ai très envie de voir ce qu'on va donner en ping-pong verbal. Cool. Donc je te lance un mot et tu m'en lances un autre. Rebondis. Exactement. Alors, le premier mot, hyper. Sensible. Trop fastoche. Rafale. Vent. Tourbillonnant. Émotion. Arc-en-ciel. Couleur. Violet. Glace. Dent. D-E-N-T. Boîte. Clé. Cœur. Bon, je vais la faire parce que chamade. Tourbillon. Centrifuge. Bruit. Avion. Nuisance. J'aurais jamais cru que je dirais ça. Attaque. Fleur. Waouh. Violette. Prénom. Choix. Décision. Dur. Béton. Jeu d'enfant. Je sais pas si tu l'auras le lien. La marelle. Ah, C'est
c'est bon, t'as Le compris. film. Oui. Évidemment. J'ai failli dire en plus Guillaume Canet, mais je me suis dit bon. Donc Marelle. Ciel. Étoile. J'en dis un dernier, je te laisse le mot de la fin. Étoile. Nuit. L'imaginaire. Ah. Trop chouette. Tu parlais tout à l'heure de l'importance que tu donnes aux détails et aux gens qui sont en parallèle. Comment tu repères ces gens ? Comment tu sais qui sont les gens de ton équipe, entre guillemets ? En fait, je les ai pas toujours repérés. Parfois, ça m'est arrivé de les voir dans des situations. Par exemple, j'ai toujours été bien consciente, quand on est dans une situation de groupe, c'est important pour moi que chacun trouve sa place. Et je vois très vite dans un groupe qui est exclu, qui est plus peut-être sur la réserve. Et c'est important de lui laisser cette place-là. Donc, consciemment, en fait, j'aime, mais même enfant, je le faisais. Hein, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu en penses, Sophie ? Parce que Sophie ne disait rien. Peut-être c'était d'ailleurs très mal vécu par Sophie que je fasse quelque chose comme ça. Mais ensuite, donc il y a des situations où c'est plus facile de les repérer que d'autres. En grandissant, c'était de plus en plus difficile. Et c'est aussi pour ça que j'écris et que je fais de la photo, parce qu'en fait maintenant c'est devenu un jeu d'enfant, pour reprendre ton mot, de repérer qui fait partie de l'équipe et de recruter des personnes dans mon équipe. C'est très simple quand j'écris quelque chose, ou surtout dans l'écriture, plus parce que la photo, comme je montre une autre situation, on me voit moins dans la photo, tandis que dans l'écriture, on me voit beaucoup plus, ou en tout cas on s'imagine que c'est moi tout entière dans tout ce que j'écris. Et donc je vois tout de suite aux réactions. En fait, il y a des personnes qui vont m'écrire et qui vont me dire mais c'est exactement comme ça que je me sens, et j'écris des histoires normalement qui parlent aux invisibles, comme j'aime les appeler, mais enfin c'est peut-être pas le meilleur mot d'ailleurs, mais parce que c'est des situations qui peuvent être familières. Et donc quand ces personnes-là me contactent, alors ça y est, je sais. D'autres personnes, ça m'est arrivé d'avoir des échanges même avec des amis qui me disent tu te montres super vulnérable, tu racontes un peu ta vie. Bon, ces personnes-là, c'est pas un problème, elles font pas partie de l'équipe. Elles auront pas leur carte de membre. Non, désolée. Et est-ce que tu as l'impression aussi que dans ton rôle, il y a quelque chose de l'ordre de, je mets des guillemets parce que c'est un terme qui a une connotation, mais une sorte d'évangélisation de ceux qui, a priori, seront pas touchés par l'insignifiant ou par le petit, mais que tu aurais envie d'attirer quand même parce que tu te sens un devoir de répandre cette parole qui te semble essentielle? Alors, j'ai pas cette envie de les recruter et voilà, de ce côté d'évangélisation, ça je ne l'ai pas. En revanche, je pense que à force de le faire, des personnes qui seront peut-être moins touchées vont quand même être plus conscientes. Ouais. C'est ça que j'essaie de faire, de montrer en fait que il y a le visible et puis il y a ce que tu ne vois pas, mais ce que tu ne vois pas, ça existe quand même. Et ce que tu ne vois pas, non seulement ça existe, mais en plus ça peut t'apporter des tas de choses. C'est intéressant. Et je veux donner une voix à ça. Et peut-être que ces personnes-là ne vont pas être touchées par l'invisible, par ça. Enfin, voilà, ces personnes-là par ces personnes-là. Bon, ça c'est de la répétition, mais en tout cas, à force de rendre visible l'invisible, on ne peut plus ignorer l'invisible. Oui. Et c'est ça surtout que je veux faire, pas de changer les mentalités. Ça c'est un trop gros travail, et puis ça m'intéresse pas du tout. Dans ton écriture, là, si on en vient au processus d'écriture, c'est quoi ton moment préféré ou ton moment détesté? Le pour moment écrire? où quand t'écris. Le moment où l'action, enfin, tu vois, tu mets ce que tu veux là-dedans, mais... Il y en a plusieurs, en fait. Ça dépend franchement ça dépend beaucoup de mon état émotionnel, et c'est d'ailleurs ça qui me met parfois dans une rage folle, parce que j'aimerais être complètement déconnectée, mais c'est presque un peu fou. Là je suis en train de le dire et je me dis mais à quel moment possible. Un artiste est déconnecté de son état émotionnel? C'est un peu le principe en fait. Mais j'aimerais être déconnectée pour pouvoir avoir cette rigueur dont on parle souvent, parce que
Aujourd'hui, c'est très connecté. Donc, en fonction de mon état émotionnel, ça va. Ce ne sont pas les mêmes choses qui vont être. La difficulté ne sera pas la même et le moment de journée ne sera pas le même. Donc, je pense que le plus difficile, c'est pas tant un moment dans la journée, c'est plus le moment où je me dis maintenant, on va écrire. C'est fou parce que en même temps, c'est vital, vraiment. Quand je n'écris pas, je suis malheureuse, vraiment. Et pourtant, quand je me dis ça y est, là, j'ai un temps que j'ai prévu pour écrire. J'ai mon cœur, c'est la chamade, mais plutôt la chamade, un peu une sorte de terreur, un peu de paralysie. Et donc c'est ce moment-là qu'il faut réussir à surmonter très vite, pas se poser de questions en fait. Et donc c'est pour ça que généralement, là où j'écris un bon moment pour écrire pour moi, et je l'ai appris avec beaucoup de temps, c'est d'écrire le matin, parce que je me pose pas la question. Souvent, quand je me réveille le matin, je réfléchis un peu, etc. Et puis j'ai des idées qui viennent, et puis ensuite je me dis je les noterai plus tard, et enfin je les oublie. Maintenant, quand je peux le faire, et c'est pas tous les matins, je me lève et j'écris directement, parce que ça laisse pas de place au petit vélo qui va se dire non mais en fait là j'ai pas assez de temps, non mais en fait il aurait fallu 4 heures, parce que le cerveau est très fort pour trouver toutes les excuses possibles, ou non j'écrirai plutôt ce soir parce qu'en fait là il faut que je fasse ça, et ce soir je serai fatiguée, donc c'est pas grave, ce sera demain. Si c'est la première chose que je fais, et puis c'est surtout que ça me porte en énergie. Alors ça dépend ce que je produis évidemment, mais rien que le fait de le faire, et pas forcément de le faire longtemps, ensuite je passe une bonne journée. Mais je n'arrive pas à le faire tout le temps. Ok. Et donc, si tu devais identifier un moment précis ou de plaisir vraiment très important pendant que tu écris, est-ce que c'est le moment où justement tu as débloqué ça, tu as surmonté la peur de commencer, ou est-ce que c'est Non. Il arrive, et ça aussi, ça n'arrive pas tout le temps, il arrive à un moment quand j'écris où d'un coup, et c'est vraiment difficile à expliquer, j'écris, au début c'est un peu pénible, parce qu'il a fallu s'y mettre, parce que je reprends un peu là où j'en étais avant, si j'ai laissé un texte un peu plus long, parce que je suis dans ma tête à me demander tiens j'écris ça, non mais ça tout le monde s'en fout, non mais ça c'est de la merde, enfin il y a beaucoup de jugements, et puis j'arrive parfois à me dire allez Laura, personne te regarde, personne, il n'y a pas d'enjeu, tu écris juste ce que tu veux, écris ce que tu sens, essaie pas de faire beau, essaie pas de faire bien, t'écris ce que tu sens. Et quand j'arrive à ce moment-là, alors là j'écris très vite. En fait, ça dépend beaucoup des personnes, il y a des personnes qui mettent beaucoup de temps à écrire. Moi j'arrive à produire quelque chose assez vite, mais pas tout le temps. Quand j'arrive c'est ce qu'on appelle le flow en fait, quand j'arrive à ce moment c'est comme si tout s'accélérait, c'était laborieux, tout d'un coup clac, je le sens, c'est vraiment dans moi quoi, et là clac, il y a plus rien qui ne m'arrête, et je peux écrire, mais je peux écrire des heures en fait, j'ai même plus faim, il y a plus rien qui existe, et c'est ça que je cherche à chaque fois en fait, je suis comme une drogue un peu, je cherche à reproduire ça à chaque fois que j'écris, et c'est ça qui crée la frustration énorme quand j'y arrive pas. Parce que ça n'arrive pas tout le temps. Mais quand ça arrive, qu'est-ce que c'est bon. Ouais. Et en même temps, ça crée la frustration, mais ça crée aussi l'envie d'y retourner, vu que c'est ça que tu cherches à chaque fois. Aussi. Et que dans la frustration, il y a aussi des choses intéressantes qui sortent. C'est aussi bien d'aller explorer ça aussi. On a la facilité, et puis il y a aussi parfois le côté un peu pénible. Et dans le côté pénible, répétitif, c'est intéressant de voir et même d'écrire là-dessus en fait. Parfois je me dis tiens je vais avancer cette histoire, et puis j'arrive pas parce qu'en fait je suis énervée, je suis en colère contre d'autres choses, et ben un peu comme la danse, exprime cette colère, sors ce qu'il y a à l'intérieur en fait, c'est comme ça que tu vas être le meilleur artiste, au lieu d'essayer de mettre ça sous le tapis et de faire autre chose. Absolument. Moi, j'ai remarqué que ça m'est déjà arrivé quand j'écris ma gazette à paillettes, parfois. J'arrive pas à démarrer. Je commence 4 fois l'intro, et ça marche pas, je trouve ça nul. Et en fait, j'entends dans ma tête, c'est nul, j'y arrive pas, c'est nul, j'y arrive pas. Et quand j'arrive à me décoincer, c'est que j'écris ça. Je trouve que ce que j'écris, c'est nul, je n'arrive pas et je m'adresse aux gens à qui j'écris, tu vois. Là, ce matin, j'arrive pas à vous écrire la gazette. Et alors, ça prend 2 minutes ou 10 minutes, mais
à chaque fois que je l'ai fait, ça a décoincé. Après, tu vois, pouf, c'est ce que tu dis, ça force, et pouf, la porte s'ouvre. C'est comme s'il y avait un barrage, en fait. Tu ouvres comment on dit, les portes du barrage, et l'eau, elle se déverse. C'est ça. Et ça coule. Et tout s'accélère. Ouais. Et en même temps, tu vois, d'expérience, quand j'écrivais pendant le couvre-feu, j'écrivais j'appelais ça une dose d'émerveillement, mais bon, une newsletter tous les jours, pour apporter de la douceur et de l'émerveillement aux gens, parce que bon, on vivait une période un peu difficile. Il y a eu des moments où, comme toi, je savais pas par où commencer, parce qu'en fait, j'étais mal. J'étais mal, j'étais angoissée, je dormais mal. Enfin, c'était pas tout le temps. Flot confetti. Flot confetti, exactement. Parfois, c'était dur, c'était gris, c'était noir. Ouais. Et en fait, ça m'est arrivé, comme toi, de dire. J'ai l'impression qu'en ce moment j'écris de la merde, que ça vous intéresse pas, et je me suis pas censurée, je l'ai pas enlevé, et j'ai remarqué, je me disais, je suis en train de plomber l'ambiance là, je suis en train de les mettre au fond du seau, quand déjà on vit une période un peu difficile, et que ma mission, et c'était ça l'accord qu'on avait tous ensemble, que moi j'apportais la dose de poésie et de fantaisie. Ouais. Et ben c'est dans ces moments-là, quand je disais j'ai l'impression d'être nulle, de rien réussir, que ce que je vous raconte vous en foutez, enfin que je me suis montrée très très vulnérable, que c'est le jour où j'ai eu le plus de messages de personnes, même et ça m'a énormément touchée, qui me disaient j'osais pas t'écrire, mais là j'ai senti l'élan de le faire, et moi aussi je me sens comme ça plein de fois, et ça a créé, en fait j'ai créé on s'est connecté. C'est ça. Ouais. Donc on peut se connecter de cette manière, et je trouve que faut pas se censurer. C'est difficile, hein, parce que ça nous expose encore plus. Hein. Complètement. Mais le répondant en face est fou, parce que les gens qui lisent se rendent compte que c'est une humaine. C'est pas une créature, pour reprendre un mot que j'aime bien. C'est pas une créature qui leur écrit, c'est quelqu'un qui est traversé aussi par des émotions contradictoires et désagréables en temps de pandémie. Mais je suis d'accord avec toi, c'est super difficile d'accepter de se montrer dans toute la palette de ses gris, quoi. Ouais. Et justement, ça, tu disais que t'écris mieux le matin. Je sais qu'aujourd'hui, t'as un projet, enfin, t'as pas un projet, t'as un roman en cours, t'as un blog et tu as une newsletter qui sont en jachère ou je ne sais pas, en hibernation. C'est ça, le mot que tu veux. J'aime bien ce mot. En hibernation. Qu'est-ce qui déclenche? Tu te dis le matin, bon, j'écris, mais j'écris quoi? Il faut que t'aies un projet en tête, ou tu te dis, bon, bah là, je vais écrire sur ce qui me traverse? Non, il faut que ça serve un projet en cours? C'est pas la même mécanique qui se passe. Quand j'écris le matin comme ça, comme une envie pressante d'aller faire pipi quand on se lève le matin, c'est quelque chose qui est là, qui est instantané, comme on prendrait une photo de quelque chose qui se passe. On ne peut pas louper, paf, clic. Donc je me lève avec avec un sentiment, une sensation dans mon corps, ou une pensée. Tu vois, tu te réveilles le matin, ça m'arrive parfois d'avoir une chanson dans la tête qui me fait penser à un souvenir, et j'ai envie d'aller explorer ça. Donc ça, c'est très facile. C'est juste, si jamais je le laisse passer, ça ne revient pas. Oui. Donc soit je saisis la perche, soit je ne la saisis pas. Et là, j'écris le temps dont je dispose. Ça peut être très court, sur ce que j'ai envie de dire, sur cette chose qui s'est passée, qui a commencé dans mon corps. Et puis ensuite peut-être dans ma tête aussi. Quand j'écris au long cours, quand je suis plutôt sur un projet de roman, là évidemment alors si ça m'est arrivé, mais c'est moins un élan comme ça de il faut absolument que ça sorte de moi. Il y a un vrai moment où je me suis posée, donc pendant l'écriture de mon roman qui est la première, parce qu'il y a une partie de mon roman qui a été écrit pendant le confinement. J'écrivais tous les jours. Il y avait j'ai mis en place un rituel, et c'était le seul moyen de pouvoir le faire. Sinon, si je continuais à dépendre de mon état émotionnel, je n'aurais pas pu écrire tous les jours. Donc je m'étais mis ce rituel de je déjeune le midi. Donc le matin, je nettoie mon four comme le reste de la France. Et je fais du pain. Voilà. Le midi, je déjeune. Vers 13h30, je descends dans la cour boire mon café et profiter de ces minutes de soleil en confinement. Et ensuite, j'ouvre les grandes fenêtres de mon studio parisien. Je place je voulais créer un espace. Pour moi, c'est important d'avoir un espace d'écriture. Donc, je déplaçais en fait mon bureau qui était la table de la salle à manger. C'était très petit, hein, donc le bureau est en même temps table de la salle à manger. Hein, c'était 27 mètres carrés. Je le mettais devant cette fenêtre que j'ouvrais grand.
Et là, face à la fenêtre, c'était le moment d'écriture. Okay. Donc il y avait une sorte de rituel. Je me rappelle, je me mettais une petite fleur, ma boisson, enfin tout était sur cette table. Et on éteint le portable et on y va, on écrit. Et puis à 17h, c'était l'heure du sport, comme sur Instagram, comme la moitié des Français. Et là, c'était fini. Mais il y avait ce rituel de 14, 17, parfois plus tard, ça m'arrivait d'écrire la nuit. Il y a des moments où j'aime beaucoup écrire la nuit. Et ça dépend aussi beaucoup de l'histoire que je raconte. Il y a des histoires qui vivent la nuit, qui m'habitent la nuit plus que le jour. Et d'autres qui m'habitent le matin. J'ai pas vraiment d'heure. Mais voilà, pour répondre et pas trop partir dans tous les sens, quand c'est une écriture sur le long cours, ça demande, en tout cas pour moi, une sorte de mise en scène pour me reconnecter au personnage et un peu comme un comédien pourrait se mettre en condition mentale avant de monter sur scène. Ouais, je vois bien. Là, je me mets en condition mentale pour retrouver mes amis que je suis en train de créer et repartir là où je les avais laissés le jour d'avant ou la semaine d'avant ou l'année d'avant. C'est juste que plus il y a de temps qui passe, plus c'est difficile de reconnecter. Bien sûr. C'est comme une relation longue distance. Ouais. Oui, puis ils ont peut-être vécu des trucs pendant ton absence. Pendant que je n'étais pas là. Exactement. Et effectivement, et c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y a une conversation entre mes personnages et moi. Et je sais que c'est très étrange de raconter ça comme ça. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut vivre. Mais il y a, quand on construit, je me dis non, mais ça, elle dirait jamais ça. Ah, mais non, c'est pas du tout, ça, c'est pas du tout elle. Et donc, il y a cette conversation-là, ouais. C'est quoi ton idéal de vie avec zéro contrainte temporelle, financière, quoi qu'est-ce, à horizon, j'en sais rien, tu mets l'horizon que tu veux parce que en fonction, moi je sais que ça me tend si c'est 5 ans, 10 ans ou 30 ans, peu importe, on n'a même pas besoin de le dater. C'est quoi la vie que tu rêves de vivre, ce que tu rêves d'être et ce que tu rêves de créer? Donc effectivement, je vais pas mettre de temporalité parce que j'ai jamais su faire ça. Tu sais, les entretiens d'embauche où on te demande où tu te vois dans 5 ans, 10 ans, c'était le néant dans mes yeux, quoi. Et là, on partait sur une petite pièce de théâtre où j'incarnais une sorte de personnage qui racontait tout ce que la personne voulait entendre en face pour que, voilà. Donc, fin de la parenthèse. Là, je ne te recrute pas, donc ça va. Donc tu peux y aller libre. Non, j'ai une vision assez claire de ce que je veux. En fait, attends, je rassemble un peu mes idées pour que ça sorte de manière intelligible. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est... Aujourd'hui, je ne vis pas de la création. C'est une activité qui... pendant un temps, quand j'étais à mon compte, je pouvais prendre la moitié de mon temps. Aujourd'hui, que je suis salariée, c'est une lutte quotidienne. Parfois, elle disparaît de ma vie, c'est très difficile. Donc, j'essaie de réintégrer la création dans ma vie, mais c'est une lutte quotidienne. Et j'aimerais, sur le plus long terme, une vie où il n'y a plus cette lutte. En fait, la création fait partie de ma vie et pas qu'une seule forme de création. Moi, vraiment, si je devais choisir une mission, enfin, ce que je voudrais construire, et pas seule, c'est de donner en fait cette voix aux invisibles, aux personnes parallèles, aux choses au parallèle en fait, au monde parallèle, on peut l'appeler comme ça, et par différents moyens. Ça peut être l'écriture, peut en être un, la photographie aussi, le podcast parfois pour donner une voix, enfin ça peut être une option, et puis j'ai des projets créatifs, donc plutôt parce que bon, je pense que pour donner une voix à un moment, si on veut penser plus grand, c'est bien de le faire. Finalement, tout à l'heure, on disait, il y a les personnes qui occupent le terrain, qui sont, là, en fait, ces personnes-là, l'équipe que j'aurais recrutée, on occupe le terrain et donc on occupe l'espace public. Et je suis beaucoup de travaux d'artistes. Souvent, ce sont des artistes plasticiennes. Enfin, là, je dis plasticienne parce que je pense à des femmes avec cette envie dans l'espace public de créer des installations vraiment qui créent la connexion entre les gens pour que les gens se regardent, pour que les gens se connectent les uns aux autres et pour laisser une voix à ceux qui se cachent, à ceux qui n'ont pas la place d'exister.
sous différentes formes. Ça peut être un grand tableau où les personnes, de manière collaborative, viennent écrire des choses. Ça peut être, j'avais pensé à un moment, alors je veux pas tout dévoiler, mais avoir une sorte d'urne, un peu comme quand on va voter une urne comme ça, en plein milieu de la ville, où on a 2 urnes, une personne rentre d'un côté et une autre personne rentre de l'autre côté. Ces 2 personnes se rencontrent dans l'urne, donc on crée là un espace intime. Et elles s'échangent un secret, une faille, quelque chose. Elles n'ont pas besoin de se parler parce qu'en fait, on se connecte par l'émotionnel, par ce qu'on vit. Ça me fait penser, là, je pars un peu dans tous les sens, mais il y a un poème d'André Chédid. Donc André Chédid, la grand-mère de Mathieu Chédid, voilà, qui écrivait très très bien, et notamment beaucoup de recueils de poésie. Et elle a écrit un poème qui s'appelle « Toi, moi ». Et le dernier vers de ce poème, et c'est ça qui me porte tout le temps dans tout ce que je veux faire et que j'aimerais placarder partout dans la Laura du futur, enfin quand je serai la Laura du futur, c'est toi, qui que tu sois, je te suis bien plus proche qu'étranger. Et ça, j'en suis convaincue. Et je veux le montrer. Ce serait génial de conclure là-dessus. Quête. Bonsoir. Ah, c'est magnifique. Je suis d'accord avec toi. Il y a du taf. Il y a du taf. Faut que tu t'y mettes. Et je peux pas m'y madame. mettre toute seule. Donc là, je lance un appel à contribution. C'est ça. Que celui qui veut être dans mon équipe se manifeste. Se manifeste, absolument. On va passer au rituel de fin, en 2 parties. La première partie, c'est une question et on va innover parce que j'ai reformulé la question. Donc tu vas être la cobaye de la reformulation de cette question. On va voir. Donc je la lis puisque je ne l'ai pas encore bien en tête. La question, c'est depuis que tu avances sur ton chemin de faiseuse de beau, qu'est-ce qui s'affirme en toi ? Je pense que je sais pas si je dirais que c'est quelque chose qui s'affirme en moi. Ce qui m'est venu tout de suite, c'est j'existe. En fait, je ne m'affirme pas parce que je trouve que dans le côté, peut-être c'est une déformation mentale, mais ce mot s'affirmer, je trouve qu'il y a un rapport de force dans cette notion-là d'affirmation. Ok. Alors, encore une fois, c'est peut-être moi qui le vis comme ça, s'affirmer sur le dos des autres. C'est marrant. Ouais. Donc je pense que c'est vraiment un travail mental, qui me prendra peut-être un certain nombre d'années pour déconstruire ça. Donc j'ai plus l'impression que en faisant ça, je me découvre et j'existe. Et je ne m'excuse plus, alors ça peut être une manière peut-être de s'affirmer, mais je ne m'excuse plus de pleurer quand je lis le journal, d'éclater de rire quand un enfant dit quelque chose, et d'être complètement en décalé parfois avec des situations, d'avoir des idées complètement saugrenues qu'on a souvent qualifiées d'enfantines. On m'a souvent dit ça. Qu'est-ce que t'es enfantine, mais je sais pas du tout. Ou qu'est-ce que tu es fragile. Je suis ni fragile ni enfantine. Je ressens des choses que tu ne ressens peut-être pas ou que tu ressens différemment, et je ne te juge pas, et donc tu ne me juges pas. Je ne te laisse pas le droit de me juger. Et ça, en fait, je ne m'excuse plus. J'ai passé beaucoup de temps à me cacher, à presque m'excuser d'exister, et j'avoue que je le fais encore parfois, mais le fait de créer et de créer du beau et de me connecter justement à d'autres personnes qui ont cette même mission que de se connecter aux autres, et c'est une manière aussi de quelque part de me dire je suis pas seule en fait, je suis pas bizarre, ou si je suis bizarre, on est beaucoup à être bizarre. Et si c'était l'autre qui était différent, et si c'était pas un problème d'être différent, et si la majorité qu'on croit était en fait la minorité, et que les invisibles étaient juste un peu trop discrets pour être possible. Et en même temps, être comptabilisés. Ouais, complètement. Et en même temps, je veux pas qu'il y ait ce truc de justement de genre, on est invisibles, reprennent le pouvoir, et donc on s'affirme. C'est pas un combat, c'est ensemble. Regardez-vous, vous ressemblez. Et vous, c'est ça. Alors là, pour moi, si on devait avoir un moment beau, s'il y a qu'une seule chose qui compte et pour laquelle je pense qu'on est là sur cette terre,
c'est ça. C'est de se regarder, de s'écouter et de se connecter justement à la différence. Parce que c'est difficile, mais pour moi aussi, comme pour tout le monde, on a tous des résistances, surtout qu'on nous apprend pas du tout à gérer le différent. L'incongru, le mal-aimé, tout ça, même quand on pense au handicap, on est très mal à l'aise parce qu'on n'a pas l'habitude. Et donc moi, je veux créer des espaces pour que les gens prennent l'habitude, peu importe qu'ils soient visibles ou invisibles. Ça, c'est pas la réelle question, juste de se regarder. Oui. Eh ben, go. Il n'y a plus qu'à. Je déteste cette expression, ça me rappelle l'entreprise, tu sais. Il n'y a plus qu'à. Pour la dernière partie, tu as envie de nous lire un texte. Et donc, je propose aux auditrices et aux auditeurs de fermer les yeux si ils et elles en ont envie. Et on t'écoute. Dans la vie, il y a les baiseurs et les baisers. À toi de choisir ton camp. J'ai grandi avec cette phrase en tête. J'avais à peine 7 ans la première fois que j'ai entendu ces mots. Nous étions dans la voiture, coincés dans les embouteillages de la rue Hénon. Mon père venait de nous quitter pour une autre famille. Je crois bien que c'est ce jour-là que j'ai décidé que je n'allais surtout pas lui en rajouter. J'étais en retard à l'école. J'ai ravalé mon deuil, mes larmes et toute ma culpabilité. Le claquement de la portière de la voiture marquait le début de mon mutisme. Petite, je ne faisais pas de vagues. J'avais des notes correctes à l'école. Mes professeurs me trouvaient bien élevée, bien qu'un peu bavarde. Je m'occupais seule, jouais seule, allais à mon cours de danse seule. Ma mère aime raconter combien j'étais discrète et respectueuse de son sommeil. On ne l'entendait pas, lance-t-elle à chacun de nos repas de famille. Il faut dire qu'elle prenait toute la place et qu'il m'était difficile d'exister à ses côtés. C'est ainsi que je me suis construite, en décalé d'elle. J'étais les creux de ses volumes. Quand ma mère, l'excessive, l'extravagante, déboulait dans une pièce, elle arrosait les autres de sa lumière, sans leur prêter aucune attention. Moi, je restais en retrait. J'observais les sourires éblouis, les regards envieux, et je lui en voulais d'être constamment en performance. Je lui en voulais dans mon ventre. Moi, l'invisible. Une fois adulte, notre relation n'a pas tellement évolué. Il n'y avait aucune raison pour que ça change. Ses désirs restaient ma priorité. Il m'arrivait de piquer des colères et nous mettions ça sur le compte de ma grande sensibilité. J'étais trop sensible, trop fragile, trop angoissée. Je n'étais pas assez glamour, assez légère, assez confiante. Je n'étais pas elle. La claque. Le 13 août 2019, je me réveille dans une chambre qui n'est pas la mienne. J'entr'ouvre les volets bleu lavande et laisse entrer la lumière. Les ombres dansent sur mon visage. J'écoute le silence. La maison dort encore. Dans un instant, ma mère débarquera dans ma chambre pour m'embrasser. Elle tient à me souhaiter mon anniversaire à 7h35 pile. À peine a-t-elle répété que c'est un peu son anniversaire à elle aussi, que je me mets à trembler. J'entends le son de la cocotte minute. Mon rythme cardiaque s'accélère, mes joues chauffent, ma gorge se serre. Je ne vais pas y arriver. J'essaie de toutes mes forces. Trop tard. Indigestion. J'en ai fini de me taire. Le regard interloqué de ma mère, le claquement des tatanes de ma sœur dans l'escalier, l'odeur du café, l'envie furieuse d'exister, c'est tout ce que je garde de cette journée. Sur le chemin du retour à Paris, je me suis employée à décoller une à une les étiquettes qui irritaient ma peau. Qui suis-je ? Il fallait que je sache. Je sortais de mon sac un carnet minuscule jaune et bleu que ma mère m'avait offert. Elle y avait écrit un mot doux sur la première page. Pour mon autrice en herbe, ce joli carnet pour noter toutes tes idées, même les plus saugrenues. Ta maman qui t'aime. Prise de vertige, un courant d'air traverse mon ventre. Mon cœur se soulève. Sur les lèvres, le goût âpre du ressentiment. Il me fallait être méthodique. Je ne pouvais plus me cacher. Je listais tous les mots qu'elle m'avait martelés. Tu es sage, fragile, raisonnable. Ose. Tu es naïve, trop gentille, introvertie. Sois plus maline. On aurait dit le refrain d'un mauvais tube. Sage ? Oui. Fragile ? Non. Raisonnable ? Oui et non. Une chose était sûre, je devais lui parler. Ma vie tournait autour d'elle.
Je m'étais construite dans ces interstices à elle. Aussi ironique que cela puisse paraître, il m'était désormais impossible de me libérer d'elle sans elle. Une fois arrivée dans mon studio de la rue Colbert, j'ai pris plaisir à redécouvrir le craquement du parquet sous mes pieds, l'odeur de ma bougie parfumée senteur cèdre argenté, la pile de livres déposés en vrac au pied de mon lit, le drap rose que j'avais laissé sécher sur la porte de la salle de bain. Je m'étais absentée 8 jours, mais ça m'avait semblé une éternité. Une tasse de thé, je m'installais confortablement sur le canapé. « Allô maman, c'est Olivia. On peut se parler ?» Je lui avouais détester les betteraves et son poisson à la marocaine. Combien ses bras m'avaient manqué, combien ses mots m'avaient blessée. Je lui annonçais que j'allais le quitter, et tant pis si ça n'était pas ce qu'elle voulait. Pour la première fois, elle a écouté. Nous sommes le 22 août 2019, le jour où nous nous sommes rencontrés, le jour où je suis née. Merci Laura. Mais de rien. À bientôt. À bientôt, merci. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 2 de Chamade, l'espace dédié à la passion qui rend les gens vivants et au beau qui rend le monde vibrant. Pour prolonger l'immersion, abonnez-vous à la Gazette à paillettes. Vous y retrouverez bientôt Laura Cassata et mes autres faiseurs de beau. C'est votre recueil bimensuel d'histoires sensorielles. Toutes les infos pour vous abonner sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez aimé nous écouter, abonnez-vous, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et parlez-en. Ce serait quand même génial que vous participiez à diffuser le beau autour de vous, non ? Et si vous avez un projet de podcast dont vous voudriez me parler, contactez-moi à bonjour@lafantasyvagabonde.com. À bientôt.